Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette conférence. Donc, nous allons parler, moi-même Marie Lemeunier et ma collègue Corinne Fèvre, de comment concilier les conditions de travail de vos salariés et le confort d'usage de vos locaux. Donc, quelques questions qu'on va se poser tout au long de cette conférence. Quelle place pour le travail? Quels acteurs faut-il associer? Quelles sont les méthodes et les normes à prendre en compte pour avoir des conditions de travail adaptées? Donc très rapidement, une brève présentation de la PAV. Donc il faut savoir qu'on est 9800 collaborateurs en tout, dont 2000 à l'international, avec 130 agences, une trentaine de laboratoires, etc. Et que nous sommes implantés partout en France. Et donc nous appartenons à la PAV Sud-Europe, donc on représente la région qui est située sur la carte. Ouais. Donc à la PAV, on a différents métiers, donc toujours dans le but de maîtriser les risques. Donc 5 métiers: l'inspection, en ce qui concerne les installations électriques, la sécurité incendie, etc. Un autre métier concernant le bâtiment et le génie civil. Un autre métier formation, donc, notamment dans les domaines de la sécurité. Le métier essai et mesure, donc, auquel j'appartiens. C'est-à-dire qu'on fait des prélèvements d'air, des analyses et des essais environnementaux. Donc, moi c'est l'air. Il y a d'autres personnes qui s'occupent de tout ce qui est eau, bruit. Et puis aussi donc, des mesures d'exposition aux risques chimiques, des essais sur produits, etc. Et ma collègue qui fait partie du conseil et qui va parler très bien de ce qu'elle fait. Bonjour, Corinne Fèvre. Alors moi, je suis ergonome de métier. J'appartiens au conseil SSHT à la PAV, qui est la santé et sécurité de l'homme au travail. Mon métier, c'est quoi finalement? C'est d'aller voir et de lier la performance économique des entreprises et les conditions de travail des salariés, dans un juste équilibre, donc en ayant un focus sur les conditions de travail. Ce que je vous propose tout le long de cette conférence, on est ensemble 45 minutes, c'est de voir comment finalement on intègre la question des conditions de travail dans les projets de conception ou d'investissement quels qu'ils soient, nouvelle organisation, nouvelles technologies, nouveaux ateliers, implantation de nouveaux parcs machines, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire que d'intégrer les conditions de travail en amont? Pourquoi faut-il les intégrer en amont? Voilà, j'espère que si à la sortie, vous avez déjà des clés de lecture et une manière et une démarche pour investir ces questions dans vos futurs projets, on aura gagné notre pari de vous convaincre d'intégrer cette question dès l'amont. Donc, on vous propose un programme à partir d'un cas d'agrandissement d'un atelier, pour être plus précis, d'une menuiserie, comment prendre en compte donc, ces conditions de travail et le facteur humain. Et ensuite, Marie Lemeunier, qui appartient au LEM, vous donnera des points de repère normatifs sur toutes les questions environnementales, qui est un des paramètres des conditions de travail. Donc, le projet. Au départ, dans cette menuiserie et ébénisterie, ils ont un projet, ils réalisent la conception de meubles de cuisine incorporés et des séjours sur mesure. Donc leurs clients, c'est des particuliers, c'est plutôt une petite TPE. Ils sont 30 salariés, dont 10 ébénistes et 10 menuisiers, et les 10 autres personnes font partie de l'administration et la logistique. Alors quand je rencontre le directeur, il me dit, voilà, on a un problème, nous, aujourd'hui, dans notre établissement, les espaces sont saturés et nos salariés nous remontent de plus en plus des problèmes au niveau des tendinopathies, épaules, canal carpien, et on ne sait pas trop bien traiter ces questions-là. Et le médecin du travail et la CARSAT, qui sont deux acteurs avec qui on travaille, nous ont dit de faire appel à des ergonomes pour nous aider, nous accompagner et de faire de ce projet une opportunité pour répondre à nos enjeux de santé au travail, donc de réduire l'émergence
et de voir les situations de pénibilité. Et aussi, on a un enjeu de performance parce que comme l'espace est saturé, comme notre charge d'activité a augmenté, on n'arrive plus à répondre à nos délais clients. Alors certes, on les connaît bien, on est une petite entreprise située dans le sud-ouest de la France, il y a une proximité. Pour autant, quand le client est insatisfait, même si c'est mon copain, il n'est pas très content. Donc les délais sont plus tenus et on a une insatisfaction générale. Donc forcément, au début, il nous dit « mais qu'est-ce que vous allez faire et comment vous pouvez nous accompagner ?» Donc très rapidement, on lui explique que l'activité de l'ergonome, c'est d'aller faire des observations et d'aller voir au-delà de ce qu'il nous raconte, de sa perception, donc problématique de saturation. Qu'est-ce qui fait saturation de l'espace? Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Quels sont les moyens, donc le parc machine? Quelles sont les opérations réalisées sur ce parc machine? Et comment se fait le flux de matières premières et le flux humain? Est-ce qu'il y a des croisements, pas de croisements? Et est-ce qu'il y a comme utilisateurs seulement les menuisiers et les ébénisteries? Alors, il nous fait un point d'interrogation, il dit « qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Je dis « ben oui, parce que dans les acteurs qu'on oublie souvent et qu'il faut inviter à la table et mettre en débat, c'est la maintenance. Parce que quand ils n'ont plus accès aux machines, il y a des problèmes d'accessibilité. Et il y a aussi ceux qui entretiennent les locaux. Si le revêtement est difficile à nettoyer, on va mettre du temps et on n'arrive pas à entretenir les locaux sur un long terme. Et on lui dit, au-delà de ça, il nous faut le responsable de production et commercial, parce que finalement, c'est eux, au quotidien, qui définissent et planifient l'activité de vos menuisiers et ébénisteries. Et c'est peut-être là aussi le problème de saturation de l'espace. Et on va voir en quoi. Donc on arrive, et là très rapidement, on voit les salariés travailler dehors. Et il nous explique que la matière première est stockée dehors, et pour gagner du temps et surtout éviter la saturation dans les ateliers, ils préfèrent être dehors, sachant qu'en plus, là où sont stockées les matières premières, le bois, parfois, ils sont obligés de retirer tous les premiers niveaux de stockage pour avoir le bon plan en bas. Première problématique. Donc, un problème de saturation de l'espace et du stockage qui n'est pas intégré en amont. Donc, ils ont des manipulations et du port de charge. Ensuite, ils nous disent, nous, on n'est pas cariste, donc on porte tout à la main. Et on se fait du pré-stockage. Et dans le stockage, ils mettent tout sur des tréteaux à proximité de leur poste. Et à un moment, ben voilà, pour attraper la matière première, c'est bras au-dessus de la tête. Et ils vont continuer comme ça à nous expliquer qu'en plus, vous voyez, l'espace entre les postes, elle ne tient même pas compte des normes minimum et des points de repère ergo, puisqu'on n'a même pas 80 cm, sachant que coopèrent dans ces surfaces 6 à 8 personnes en même temps. Puisqu'il n'y a pas de raisonnement, hein, encore une fois, c'est une TPE, ils font le découpage, l'assemblage, voire quelques opérations de vernissage au même endroit. Donc on est exposé à la poussière, on est exposé à... Et dans la saturation des espaces, ce qui va se jouer aussi, c'est que comme ils ne planifient pas leur délai, tous les clients deviennent prioritaires. Et il faut savoir que les clients viennent dans les ateliers et disent « Bonjour monsieur, alors on va faire le plan tous les deux ». Puis ils s'installent sur la table que vous voyez là. Et ils commencent à faire les plans. Et en fonction de l'affinité, de la proximité avec le directeur et le responsable de production, ce client qui vient d'arriver aujourd'hui devient prioritaire. Donc, on crée des encours. Ils vont laisser tomber le chantier en cours pour prendre en compte le nouveau client. Alors, on lui dit, vous voyez bien que votre projet d'espace et finalement d'agrandissement, il n'interroge pas que l'espace, mais aussi l'organisation du travail, mais aussi les activités qui se font derrière, puisque vous mettez vos salariés en flux tendu, sans le vouloir, ce n'est pas dans sa logique, et vous les obligez à des contraintes posturales, gestuelles. Alors, en ergonomie, on dit que face au TMS, la meilleure réponse, c'est la liberté de mouvement. Et quand les espaces sont saturés, forcément, on n'a plus de liberté de mouvement.
on est contraint de faire un geste dans une zone hyper saturée avec aucune liberté. Et c'est ça qui va créer les TMS. Le deuxième, c'est l'absence de sens. Ils se disent, mais c'est quoi notre sens au travail? On finit jamais les produits, on a toujours des encours. Donc le niveau d'engagement avec le client, il est décalé. Ils n'ont plus l'impression de faire du travail de qualité. Deuxième. Et puis il y a l'environnement. Ils se disent, voilà, on est exposé toute la journée aux poussières. Quand l'atelier fait du vernissage, ils sont exposés aux odeurs de vernis. Donc un cumul finalement de facteurs qui font qu'aujourd'hui, il y a un projet d'agrandissement. Et on va pouvoir expliquer ce projet. Et le fait de les avoir mis tout le monde autour de la table, ça va permettre quoi? Alors on va prendre un plan de l'existant, et on va leur demander de nous décrire, en plus des situations qu'on a vues, toutes les situations où il y a dysfonctionnement. Et en ergonomie, alors on adore jouer au Lego, c'est peut-être notre côté enfant, et avec des Lego, on va implanter les postes. Et ensuite, on va prendre des petits personnages et on va simuler les flux matière pour voir là où il y a croisement, à quel moment il y a croisement. Et quand on va faire ça, on va s'apercevoir d'une autre problématique, c'est que sans le savoir, ils sont organisés en flux tirés. C'est-à-dire que dès qu'ils vont avoir un chantier en livraison, ils vérifient s'ils ont la matière première. S'ils l'ont pas, ils commandent au fournisseur qui, des fois, a ou a pas les moyens. Et ça aussi, ça va être une autre problématique dans les encours. Donc, il va falloir tout restructurer dans leur entreprise. Alors, on va constituer un groupe de travail, certes avec les menuisiers, avec les ébénistes, mais pas que. On va intégrer aussi les femmes de ménage. Parce qu'encore une fois, elles aussi, elles vont dans les ateliers, elles font le ménage. Et la question du revêtement va être hyper importante. Un matin, elle nous explique, oui, nous, on avait tout bien lavé, on avait passé la laveuse, mais comme on avait laissé un peu d'eau, il y a un des salariés qui a chuté, il a glissé. Donc le revêtement n'est pas adapté ni à l'activité de ménage, encore moins à l'activité de menuisier, plus qu'il y a toujours des dépôts de poussière. Ensuite, il y a un des opérateurs qui se charge de toute la maintenance du parc. Et il dit, moi, ma problématique vraiment, c'est qu'aujourd'hui, le parc, on a investi pour répondre à la charge, même si on a des difficultés, sauf qu'on a implanté toutes les machines contre le mur. Donc moi, je n'arrive pas à accéder derrière aux machines, et mon métier, c'est d'être contorsionniste. Alors ça va un peu, mais faire ça, au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures, des fois des journées, il pose la question, mais de l'accessibilité. Comment rendre accessibles les machines de façon à pouvoir les maintenir en fonction de plans de prévention quand c'est possible et en curatif. Et après, on va travailler avec le responsable production sur des matrices de planification et on va reposer les critères de priorité. Et l'idée là était de faire un projet d'établissement et de traduire le projet d'établissement et de la menuiserie en projet architectural et pas le contraire. Parce qu'au départ, le directeur, en fait, il part du principe qu'il va avoir déjà un plan avec une esquisse et un avant-projet sommaire de l'archi, et après, il va adapter son projet. Et nous, on lui dit non. Il vaut mieux définir un projet, définir des critères de priorité pour planifier le plus possible vos chantiers de façon à anticiper les flux fournisseurs, les flux de matières premières, les délais, pour répondre aux délais, et ne pas saturer de l'espace. Déjà, première réponse, pour dégager l'atelier existant, parce que même s'il y a un projet d'agrandissement, il y a aussi les ateliers actuels, et si on n'apporte pas de réponse, autant vous dire que les opérateurs, ils n'y croient pas au projet. Donc ça a permis à tout le monde de s'investir. Donc le responsable de production replanifie les critères avec le directeur, et maintenant c'est plus le copinage qui va compter, c'est autre chose. Ensuite, forcément, le directeur, il dit, mais moi, pour décider, j'ai besoin de plusieurs scénarios. Donc, on lui dit,
écoutez, avec le groupe de travail, on vous propose de travailler sur 2 scénarios possibles et d'en tirer les avantages et inconvénients sur les 2. Pourquoi faire ça? Encore une fois, il ne va pas décider parce qu'un ergonome est arrivé un matin et lui a dit pour moi, je pense là que c'est mieux. Les experts, c'est eux. Moi, je suis expert d'une démarche, certainement pas du métier et du fonctionnement de l'entreprise. Donc, on a pris la simulation comme processus de décision et on a simulé plusieurs scénarios. Dans le premier scénario, la matière première est stockée à proximité, la découpe se fait dans l'atelier et elle est amenée par des rouleaux et il y a des découpes et il y a une forme de rationalisation. Il nous dit, oui, c'est vrai, il y a moins de flux de croisement, les opérateurs sont assez satisfaits, mais ils disent, ça ne répond pas à notre cœur de métier. Nous, on veut garder le projet de proximité, on veut garder aussi cette diversité et avoir quand même les marges de manœuvre amènent nos clients. Donc, garder le cœur du métier et le geste professionnel. Donc, on va proposer deux flux où dans l'atelier de découpe, il y a déjà une pré-découpe avec un poste qui se fait avec 2 opérateurs. Et ensuite, il y aura un flux pour les grands chantiers. Ce n'est plus les rouleaux là, qui accompagnent, mais des tables élévatrices qui se mettent à hauteur. Alors en ergonomie, on appelle ça plane-plane. Ça permet d'accéder à tous les postes et en fonction du poids de la charge, de se mettre à la bonne hauteur du poste sur lequel je travaille et on fait glisser la charge et on n'a plus à la porter. Alors, l'inconvénient, il y en a toujours. On garde le croisement des flux, mais ils sont moins dangereux parce qu'ils sont périmétrés et contrôlés. Et en plus, on a défini des ateliers modulables de découpe, d'assemblage, de vernissage séparés. Et pour aller plus loin, on a aussi répondu à la problématique d'empoussièrement, puisqu'ils ont mis sur des hôtes, et on a travaillé sur ce projet avec la CARSAT et le service de santé au travail. Au bout d'1 an du projet, les premiers retours qu'on a, c'est qu'il y a moins de plaintes sur les troubles musculo-squelettiques, les délais sont tenus, et ils sont moins exposés aux poussières, et tout le monde aujourd'hui y a trouvé son compte. Ce que vont nous expliquer les salariés lorsqu'ils participent au projet, ce qui est important pour eux, c'est de rester acteurs de leur future situation. Ils nous disent, avant, le changement, on le subissait et on avait l'impression que c'était des informations descendantes de la part de la direction. À partir de ce projet, on a participé, on a contribué à construire les situations de travail et les postes de travail. Et ça nous a permis aussi d'être accompagnés dans le changement et de se projeter. Parce que sur les premiers scénarios qu'avait donné l'architecte, il disait oui, mais nous, on n'est pas architecte de métier, on n'arrivait pas à lire, on ne comprenait pas, on n'arrivait pas à se projeter. Ça a été un des freins à la participation et le fait de pouvoir simuler. Et c'est le cas chez Airbus, quand Airbus a décidé le découpage de ses ailes, eux aussi, ils ont fait des simulations en 3D avec des Lego et ils ont dit, voilà, premier scénario, nos ailes d'avion, elles feront une hauteur d'homme, les gens peuvent passer. Deuxième scénario, ils passaient à 4 pattes pour aller visser des points d'accès au niveau des ailes. Le compromis il a été financier, pas financier, donc ils ont dit non, on prend celle où on se met à hauteur d'homme. Mais ça a aidé le chef de projet, alors je donne d'autres exemples, à décider. Et la simulation, elle permet ça, une projection en 3D et de pouvoir décider. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à ma collègue sur les impacts contexte et réglementaires. Et elle va plus vous parler de l'aspect paramètres confort, et notamment dans les bureaux. Merci. Donc après avoir parlé plutôt d'organisation du travail avec Corinne, moi je vais vous présenter les paramètres de confort à prendre en compte plutôt dans des univers de bureaux, puisqu'en industrie on a déjà une réglementation assez importante qui pose des seuils à respecter et qui est déjà assez connue et prise en compte. Donc on va parler des impacts de ces différents paramètres de confort.
du contexte réglementaire et normatif, et moi je vais vous parler aussi des mesures, puisque c'est le cœur de mon métier. Donc dans les bureaux, quels paramètres on va évaluer pour garantir un bon confort de travail? Donc j'en ai cité 4 qui pour moi sont très importants. Donc on va avoir d'abord le confort thermique à prendre en compte, le confort acoustique, visuel et aussi la qualité de l'air qui règne à l'intérieur des bureaux. Qu'est-ce qui se passe lorsque les salariés ressentent un sentiment d'inconfort? Donc il peut y avoir différentes conséquences. Donc déjà, il peut y avoir une insatisfaction des employés par rapport à leur environnement de travail, une réduction du rendement au travail parce que le salarié va se sentir fatigué, parce qu'il a trop chaud, par exemple, parce qu'il va avoir des maux de tête, parce qu'il va avoir donc, les asthmes et les allergies plutôt liées à la qualité de l'air qui va régner à l'intérieur du bureau, et une baisse de la concentration. Donc, ce sont des paramètres assez généraux qui peuvent être en général causés par un inconfort soit thermique, acoustique, visuel ou par la qualité de l'air. Et il peut également y avoir une augmentation de l'absentéisme qui est très important pour l'employeur du coup qui est sensible à ça. Donc je vais vous présenter ces 4 paramètres-là rapidement. Donc le premier paramètre, ça va être le confort thermique. Donc le confort thermique, en fait, c'est quelque chose d'assez subjectif parce que si vous vous sentez bien dans votre bureau, ce ne sera pas forcément le cas de votre collègue qui est juste à côté, qui lui va avoir trop chaud. C'est en général assez compliqué de convenir à tout le monde. Et donc c'est un état subjectif, mais il y a une norme qui permet de quantifier. Donc c'est la NF, qu'est-ce qui se passe? ISO 7730. Donc cette norme, en fait, elle va nous expliquer que pour un bon confort thermique, enfin du moins pour l'évaluer, il y a différents paramètres à prendre en compte, ce n'est pas qu'une histoire de température. Donc on va mesurer la température, l'humidité, donc c'est les paramètres les plus courants, les plus classiques. On va regarder aussi les vitesses d'air, pour savoir s'il y a des courants d'air à l'intérieur de votre bureau qui sont gênants. La température de rayonnement, c'est l'effet désagréable qui a lieu lorsqu'on a une paroi froide ou chaude qui crée un sentiment d'inconfort. Puis on va regarder aussi l'activité physique de la personne. Est-ce qu'elle est assise à son bureau ou est-ce qu'elle a une activité physique un peu plus soutenue? Et aussi, on va regarder l'habillement de la personne, puisque bien sûr, suivant comment on est habillé, on ne va pas ressentir les choses de la même façon. Par exemple, si on faisait le test maintenant, on verrait qu'en moyenne, tout le monde a un ressenti où il fait très très chaud. Voilà, donc il fait chaud. Peut-être qu'on aurait pu prendre ce cas pour vous faire la conférence. Il fait chaud, il n'y a pas de mouvement d'air, donc on n'est pas très bien. Donc, attends, j'ai juste... Donc cette norme, elle nous permet de calculer grâce à ces 6 paramètres 2 indices. Le PMV qui est le vote moyen prévisible. Ça va exprimer l'opinion moyenne, comment les gens se sentent en moyenne. Et puis on va aussi avoir le PPD qui est le pourcentage prévisible d'insatisfaits. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui ont chaud. Enfin, je vais mettre le... Voilà. On va avoir par exemple ici... Donc, le vote moyen prévisible, c'est-à-dire que si, avec tous les paramètres qu'on a mesurés, les gens se sentent, l'atmosphère est fraîche, on est au -2 ici, eh bien on va avoir entre 60 et 80% de personnes qui sont insatisfaites. Donc le confort thermique dans cette norme, il est défini entre -0,5 et 0,5, sachant que 0 c'est le neutre, donc c'est ce qui est, on va dire, perçu comme étant le mieux en confort thermique. Et donc, même en se situant dans cette zone de confort thermique, on aura toujours des insatisfaits, quoi qu'il en soit, suivant la courbe, vu qu'on voit ici qu'on aura toujours à peu près 5% d'insatisfaits, même si on se situe dans cette zone de confort thermique. Donc, je vous présente maintenant le deuxième paramètre qui est le confort acoustique. Donc, on n'a pas de texte réglementaire spécifique pour les locaux de bureau. Par contre, on a un référentiel, donc le 31080, qui va définir 3 niveaux de qualité acoustique dans vos bureaux. Soit vous allez avoir un niveau courant, c'est-à-dire, on va dire que c'est le niveau réglementaire, il n'y a pas de confort acoustique particulier.
Un niveau performant, donc là on va avoir un confort acoustique qui va être propice au travail. Et encore le niveau au-dessus, le très performant, qui lui va améliorer les communications utiles et qui va chercher à supprimer les bruits parasites que vous n'avez pas envie d'entendre. Alors pour le mesurer, ce confort acoustique, pardon, on a différentes choses qui peuvent être regardées. Donc d'abord l'isolement par rapport au bruit extérieur, notamment par rapport au bruit routier. Si votre façade est bien isolée par rapport au bruit extérieur, ça c'est un premier paramètre à regarder quand on réaménage des locaux ou quand on emménage dans de nouveaux locaux. Il y a aussi le niveau ambiant intérieur. Donc, c'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur de votre local. Quel est le bruit qui vient de l'extérieur et les bruits des équipements qui vont être là quoi qu'il arrive. Donc, comme bruit de fond en fait. Il y a aussi la réverbération du local. Donc là, c'est un peu l'effet cathédrale qu'il peut y avoir dans des locaux et du coup qui sont pas très agréables. Les bruits de choc aussi à prendre en compte quand vous avez une personne qui marche à l'étage au-dessus et que vous entendez très bien la résonance dans votre local à vous. Donc ça également aussi qui peut porter atteinte à votre confort. Et puis l'isolement entre les bureaux. Est-ce que vous entendez la conversation de votre collègue quand il est au téléphone dans le bureau d'à côté? Donc tous ces paramètres-là vont rentrer en compte dans ce confort acoustique. En plus, il faut prendre en compte, essayer de vous imaginer dans un open space. Alors actuellement, moi je travaille avec des ingénieurs en télécommunications qui m'expliquent qu'ils ont beaucoup de conversations avec l'étranger et que quand un de leurs collègues ne comprend pas ce que dit leur interlocuteur au fin fond du monde, au Japon, ils se mettent à hurler. Donc lui, l'ingénieur qui est à côté, il n'arrive plus à faire ses schémas, à répondre au dépannage d'urgence, puisqu'ils conçoivent, ils conçoivent et ils maintiennent les appareils satellites avec les marins et ceux qui sont en guerre en Pakistan pour que la communication ne soit pas coupée. Donc une activité quand même qui est assez importante puisque ces gens-là ont besoin de communiquer avec leur famille même s'ils sont isolés. Et le fait d'être à plusieurs dans le bureau aujourd'hui devient problématique aussi d'un point de vue des conditions de travail. Et donc par rapport à la norme dont je vous parlais tout à l'heure, en fait pour chaque type de local, la norme elle va définir en fait des niveaux à atteindre pour chacun des 5 paramètres qui sont mentionnés en haut de diapositive. Donc les problèmes qui sont couramment rencontrés en fait au niveau de l'acoustique, donc c'est le bruit ambiant qui, si on a déjà un bruit, déjà sans l'occupation des occupants à l'intérieur, si on a déjà un bruit ambiant, que la personne quand elle parle, il faut qu'elle en rajoute une couche pour que sa parole soit bien audible, et ainsi de suite, ce qui fait qu'on a pour finir un empilement des sons et que c'est de moins en moins confortable. Donc à la base, ce qu'il faudrait faire, c'est de réduire au maximum le bruit ambiant dès l'origine. On a la réverbération aussi qui peut être évitée. Ça peut être, ce qui est couramment utilisé, ce sont les faux plafonds pour avoir une correction acoustique. Et puis, comme le disait Corinne tout à l'heure, donc il y a les comportements individuels qui peuvent entraîner une gêne quand quelqu'un parle assez fort à côté. Et puis la proximité entre les gens, notamment dans les open space, qui peut poser problème. Puis on a le cas ici. Voilà, nous, on est obligé de hausser le ton pour couvrir les voix extérieures, sinon vous ne nous entendez pas. En plus, on est à la mauvaise horaire parce que vous êtes en plein batiphase après le repas. Donc, c'est une double contrainte pour nous, une double sollicitation pour vous dire êtes-vous avec nous? Je vais passer au 3e paramètre, donc, qui est le confort visuel. Donc il y a quelques exigences dans le Code du travail donc, qui imposent un éclairement minimum de 120 lux pour un local de travail avec fenêtre. Et puis qui dit qu'il faut un rapport de niveau d'éclairement entre votre zone de travail et puis la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Il faut que ce rapport soit compris entre 1 et 5. Donc là,
C'est ce qui est annoncé par le Code du travail. Et donc au niveau confort, pour les éclairages des lieux de travail intérieurs, on a là aussi une norme. Donc, je vous laisse le loisir de lire la référence. Et donc cette norme, elle permet de satisfaire aux besoins de confort visuel et de performance aussi. Donc on a un tableau qui précise les niveaux d'éclairement moyens à avoir pour chaque type de poste de travail. Donc là, c'est quelques exemples. Je ne sais pas si c'est très lisible. Par exemple, pour des activités de bureau, quand on fait du classement, il faudrait avoir à son poste de travail 300 lux. Et puis, on a toute une série comme ça d'activités qui sont énumérées dans cette norme. Puis, on a d'autres indices qu'on peut mesurer, comme l'éblouissement au poste de travail. Est-ce que l'éclairement est bien uniforme à votre poste? Et puis, le dernier, c'est sur l'indice de rendu des couleurs des lampes, puisqu'on a un bon indice de rendu des couleurs. Et c'est un paramètre hyper important, notamment dans l'apparition des troubles musculo-squelettiques, où souvent, quand je travaille dans le tertiaire ou dans les hôpitaux, on voit les postures qui sont comme ça. Donc il y a un effet d'éblouissement qui fait que la personne est comme ça à son poste. Et donc il y a une hypersollicitation des cervicales et du spinus, voilà, pour ne pas rentrer dans le détail, qui fait que le soir, quand elle rentre chez elle, elle a des douleurs aux tendons, aux épaules, ici, et au niveau du dos. Alors certes, il y a peut-être quelque chose de l'ordre, j'en ai plein du dos, mais il y a aussi l'éclairage qui participe à une hypersollicitation visuelle et qui sollicite nos récepteurs visuels toute la journée et qui font qu'on peut être aussi, à cause d'un inconfort visuel, face à des troubles musculo-squelettiques. Alors quelques notions en plus, donc au niveau de l'éclairement, donc l'uniformité est très importante, comme on l'a déjà vu sur le slide précédent. Donc si on lève la tête de son poste de travail, il ne doit pas y avoir trop de contraste, parce qu'à ce moment-là, l'œil fatigue. Et on a aussi les phénomènes d'éblouissement, comme on vient de parler, qui peut être généré par une source d'éclairage qui va être dans notre champ visuel, et du coup qui va générer une gêne, et qui est mesurable également par une mesure de luminance. Et donc, ce qui est important aussi, donc là on sort de ce qui est éclairage artificiel, mais c'est d'avoir une lumière qui est apportée par la lumière du jour, qui est quand même quelque chose d'important dans un bureau. C'est toujours plus agréable d'avoir la lumière qui vient aussi de l'extérieur et d'avoir l'éclairage artificiel en complément, plutôt que d'avoir un local sans ouverture. De plus en plus, les projets en France sont des projets d'IHQE, haute qualité environnementale. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le rectorat de Toulouse et Midi-Pyrénées sur les projets de conception de lycée, où finalement, ils prenaient en compte l'environnement pour faire en sorte que les lycées soient de plus en plus aussi confortables pour les professeurs, mais aussi pour les lycéens qui y vont. Donc, c'est devenu aussi pas une contrainte, mais une opportunité de réfléchir différemment son environnement et de bénéficier de ressources naturelles. Donc on va passer au dernier paramètre que je vous ai présenté tout à l'heure, donc qui est la qualité de l'air intérieur, dont on entend beaucoup plus parler ces dernières années. Donc en fait, cette pollution à l'intérieur des bâtiments, elle ne va pas être liée que dans l'industrie à des produits chimiques manipulés. Là, on se situe toujours dans les bureaux et on va avoir des sources de pollution qui viennent de l'extérieur. Donc ça peut venir la pollution par rapport au trafic routier, ça peut être des pollens qui vont venir à l'intérieur du bâtiment, ça peut être des sources industrielles aussi, si on a des industries à proximité avec les vents qui nous ramènent les polluants. Et puis on a des sources à l'intérieur des bâtiments, donc notamment les produits de construction ou de décoration qui peuvent émettre des polluants tout au long de leur vie. Donc on a un étiquetage désormais sur les émissions en polluants volatiles des produits de finition. Donc les polluants qui viennent de l'intérieur, on a aussi les produits ménagers qui peuvent émettre des substances, les imprimantes, les photocopieurs, et puis tout un tas d'autres choses, les appareils de chauffage, etc. Et donc pour bien gérer cette problématique, la conduite à tenir, c'est en premier lieu, comme souvent, de limiter les sources de pollution déjà à la base. Ensuite, d'avoir un dispositif de ventilation adapté et entretenu, c'est-à-dire qui fonctionne, parce que c'est pas parce qu'on a une bouche dans la pièce que ça marche bien.
et d'aérer quotidiennement ces locaux également pour renouveler l'air, puisque l'air intérieur est souvent beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Ça dépend des polluants, mais c'est le constat qui est fait. Et donc, on peut aussi mesurer ces polluants à l'intérieur et vérifier le respect de valeurs de référence qui sont fixées pour un certain nombre de polluants. Donc les mesures, il faut les faire bien sûr si on sait à quoi comparer la valeur, ce qui n'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours de valeur de référence, donc bien prendre cela en compte. Et donc au niveau des polluants, on va pouvoir mesurer des agents biologiques comme les moisissures, qui peuvent être dans vos lieux de travail, les bactéries, les allergènes aussi, ça, allergènes d'acariens, de chats, etc. On a aussi déjà des agents physiques qui peuvent être mesurés, comme les particules, donc ça va être les poussières assez fines qui vont se retrouver dans vos bureaux. Le radon, qui est un gaz radioactif naturel qui vient du sol et qui est cancérogène, qui ne se situe pas dans toutes les régions, il ne faut pas affoler tout le monde. Et puis les agents chimiques aussi, donc là on en a une multitude. Donc les plus connus, ce sont les COV, les composés organiques volatiles, et puis les aldéhydes. Donc le formaldéhyde est un aldéhyde qui est qui fait quand même beaucoup parler de lui. On peut aussi mesurer le monoxyde de carbone si vous avez une source de combustion. Donc tout le monde connaît les intoxications au monoxyde de carbone. On peut mesurer l'ozone si vous avez des imprimantes au sein de votre bureau qui peuvent émettre de l'ozone et vous irriter les voies respiratoires. Ça peut être une cause d'irritation des voies respiratoires. Et puis aussi le dioxyde d'azote qui, lui, va être présent en plus grande quantité si on est à côté d'un trafic routier important. Donc ça, ce sont des exemples de polluants qui peuvent se retrouver à l'intérieur de vos bureaux et qu'on peut mesurer. En complément, c'est toujours intéressant de connaître la température, l'hygrométrie. Et le dioxyde de carbone, ça permet de voir si la ventilation est suffisante, si on a un renouvellement d'air suffisant. Et bien sûr, pour finir, les installations de ventilation et des moyens d'aération. Donc, pour la qualité de l'air, c'est vraiment très important de s'assurer qu'on a un bon renouvellement de l'air et de s'assurer que les débits sont suffisants. Donc, si vous deviez nous dire les messages clés en termes de conditions de travail, même d'acteurs à prendre en compte, est-ce que pour vous c'est important? Et finalement, qu'est-ce qui a fait que vous êtes à cette conférence? Qu'est-ce qui est important de prendre en compte en amont des projets? Et est-ce qu'il vaut mieux être en prévention primaire et anticiper les dysfonctionnements d'un point de vue des conditions, organisation et performance? Ou est-ce qu'il vaut mieux agir en correction et après? Je vous laisse la parole. Vous avez 5 minutes. Alors, essayez de vous projeter. Demain, vous avez un projet et vous vous dites qu'est-ce que je dois questionner pour ne pas créer de dysfonctionnements futurs. Allez-y. Bon, en fait, je vous aide un peu par solidarité parce que je suis arrivée en cours de route. D'accord. Moi, quand je prends en compte un projet, effectivement, je travaille plutôt en amont en termes de gestion de risques, effectivement, risques environnementaux, liés effectivement au confort thermique, acoustique, etc., des pollutions, et à l'ergonomie du projet et au niveau, effectivement, de l'adhésion aussi au projet, des différents acteurs qui vont y participer, pour bien identifier les besoins et les attentes de chacun et faire converger ce projet partagé. Voilà. Je pense que bon, malheureusement, souvent on prend en compte après où on constate les résultats, donc c'est toujours un petit peu dommage parce que après il y a des charges qui sont non négligeables, qui n'ont pas été calculées justement à la base du projet. Donc je pense de mon point de vue personnel que c'est bien dommageable. Point. Moi, alors, si vous ne prenez pas la parole, je vais vous faire quelques retours d'expérience et du vécu qui vont vous faire réagir. Donc, à Bordeaux, il y a un hôpital qui s'appelle les Tripodes. Et le jour de la dernière prière, on dit on va réceptionner le projet. Et il y a Madame Chirac qui arrive, qui fait la visite avec les architectes et le maître d'ouvrage.
Et puis l'architecte lui dit en plus on est hyper content parce qu'au Tripode à Bordeaux, on a fait un héliporté, donc les patients peuvent arriver sur le toit et tout. Donc ils arrivent au dernier étage et là il y a un grand moment de solitude et Madame Chirac pose la question fatale, comment on accède au toit? Donc erreur de conception qui va générer pendant 3 ans de nouveaux travaux et qui à un moment questionne sur le coût que ça va générer derrière, parce qu'aller refaire du bâti, vous imaginez bien que l'enveloppe a été redéfinie, qu'il faut redemander des budgets à la HAS. Ensuite, j'ai un autre exemple, là on est plutôt dans la banlieue parisienne, donc dans le 9-3, et puis il y a un maire d'une commune voilà, qui n'est pas très au fait des projets architecturaux et puis qui va laisser vraiment la main à l'archi. Il lui dit, j'ai rien contre les archis, j'adore travailler avec eux, je vous fais que, en plus vous pourrez les lire, même dans Télérama, ça avait été mis au jour. Et donc le maire laisse la main à l'architecte et là il va faire un dôme, donc un lycée en forme de dôme, avec des couleurs noires et rouges. Au bout d'1 an, le taux d'agressivité et le taux de suicide dans ce lycée a augmenté. Parce qu'on sait très bien que l'environnement a un effet sur notre perception. Comme on sait qu'en industrie, on va choisir des couleurs qui est le jaune latécoère, voilà, qui est un jaune de l'aéronautique pour permettre aux opérateurs de se sentir toujours dans un bien-être au travail. Voilà. Donc quand on a 16 ans et qu'on se retrouve avec du noir et rouge, voilà, après c'est une école primaire où dans Télérama, un directeur d'établissement dit voilà, si j'avais celui qui a conçu le projet, je le pendrais haut et court dans ma cour. En bas des escaliers, alors vous avez déjà vu une sortie d'école, 17h, voilà, les collégiens, et lui en bas de l'escalier, à 1 mètre, il a mis un mur en disant mais non, ils vont faire des tags, oui c'est ça. Sauf qu'au lieu des tags, ils se sont plutôt tous un peu refait la mâchoire. Voilà. Donc il a augmenté le risque accidentogène. Et le dernier, là c'est sur mon lycée HQE. Donc au départ, le rectorat de Toulouse nous passe un programme où dans le programme, je ne sais pas si vous connaissez comment ça marche, donc le rectorat, lui, il va poser vraiment le projet institutionnel, le nombre de cours d'anglais, le nombre de lycéens reçus. Et la région, elle, s'occupe de la maîtrise d'ouvrage et de concevoir et tout. Puis nous, on fait les simulations et puis je dis aux futurs salariés, aux professeurs, non mais là, il manque des salles. Ils me disent, non mais vous êtes sûr? Je dis, oui, là, il y a... à partir de 16h, vous faites des cours soit d'anglais, soit de maths dehors. Et quand on a recompté, quand l'archi est venu, en effet, il manquait 2 classes. Voilà. Et ça, c'est des erreurs de conception qui peuvent ruiner la vie de salarié au quotidien. Voilà, je pense à des pauvres AS ou infirmières dans les EHPAD, où des fois, elles se retrouvent à des dénivelés ou des marches. Et quand on doit conduire un fauteuil roulant ou un lit, voilà, faites l'analyse des traces dans les hôpitaux et très très vite, vous voyez toutes les traces contre les murs. Et au quotidien, ça leur gâche la vie. Dans le dernier exemple, pour finir la conférence, puisqu'on fait signe, c'est une chambre de personnes âgées atteintes d'Alzheimer qui va être conçue. Donc ils veulent moderniser les pratiques, sauf qu'ils vont penser, ils vont pas vouloir faire de douche mais de baignoire. Sauf que quand on va faire les simulations et qu'on remplit l'eau, les personnes flottent. Et donc le geste professionnel est décalé et il y a un effort de maintien de la personne avec des risques de noyade. Alors voilà, donc j'espère que je vous aurai convaincu de prendre en compte le facteur humain et les futurs utilisateurs en amont des projets, et que vous aurez quelques repères. Et si vous avez des questions, nous, on est au stand APAV, qui est situé à l'emplacement G4. Et je vous remercie de votre participation et je vous souhaite de belles conférences tout le long de ce Préventica. Merci beaucoup. Merci, au revoir.